Au volant de sa voiture de location, sur les routes enneigées de la banlieue de Boston, Emily Brown s'efforce de réprimer l'anxiété qui gonfle dans sa poitrine. À l'extérieur de la fenêtre, un paysage autrefois familier apparaît peu à peu, des rangées d'érables, la bibliothèque en briques rouges et le parc où elle se rendait souvent lorsqu'elle était enfant. Bien que tout soit resté inchangé, elle avait l'impression que la maison où elle devait retourner n'existait plus. 3 ans se sont écoulés depuis sa dernière visite. Même si c'était pour le 3e service commémoratif de son père Jonathan, Emily avait ses raisons pour être restée si longtemps à l'écart. Elle avait prétexté son travail très prenant au musée de New York, mais la vérité était que depuis ce jour, elle avait l'impression de ne plus rien avoir qu'elle puisse appeler son chez-soi. En arrêtant la voiture devant la maison familiale, Emily reprit son souffle. Le chemin pavé de pierre menant à l'entrée avait été entièrement refait, et les vieux rosiers que son père avait tendrement entretenus avaient disparu. Ils avaient été remplacés par des plantations modernes géométriques et des jardinières en acier inoxydable. On aurait dit une toute autre maison. Emily, tu es enfin arrivée. La porte s'ouvrit et sa mère Victoria apparut. Ses cheveux parfaitement coiffés et son pull en cachemire d'aspect coûteux étaient bien loin de l'apparence modeste de sa mère, ancienne enseignante. Emily échangea une accolade maladroite avec sa mère. Richard, Emily est là, appela sa mère dans la maison. Richard Sterling, son beau-père, sortit du salon avec l'allure digne d'un homme d'affaires et s'approcha rapidement, posant ses mains sur les épaules d'Emily. Bonjour. Emily. Nous nous rencontrons enfin. Ta mère s'est inquiétée pour toi. Emily ne manqua pas le soupçon de reproche qui se cachait derrière ces mots. Son ton laissait entendre qu'elle était une fille décevante. Emily se referma intérieurement au contact de ses mains. J'ai été très occupée, répondit-elle brièvement en pénétrant dans le hall d'entrée. Là, un autre choc l'attendait. L'intérieur en bois, autrefois chaleureux, avait été entièrement rénové dans un style moderne et froid, fait de marbre et de verre. Et la plupart des photos de famille accrochées au mur avaient disparu, remplacées par des œuvres d'art abstraites et des photos qui ne représentaient manifestement que Richard et sa mère. La maison n'est-elle pas magnifique? C'est le goût de Richard, dit fièrement sa mère. Bien que la maison ait été laissée par Jonathan, ton père, nous avons dû la moderniser pour qu'elle corresponde à notre époque. À ces mots, Emily eut l'impression qu'un trou s'était ouvert dans sa poitrine. Et la façon dont sa mère a commencé à prononcer le nom de son père, puis s'est corrigée en disant ton père, a donné à Emily le sentiment que quelque chose avait été irrémédiablement brisé. Emily, tu es enfin arrivée. Sa sœur Nathalie descendit précipitamment les escaliers. Elle avait l'air aussi parfaitement apprêtée qu'un post Instagram. Une robe de créateur, des accessoires de marque et des cheveux brillants. Tu as l'air en forme, dit Emily en embrassant sa sœur. Bien sûr, dit Emily en embrassant sa sœur. Mais tu es toujours la même. Nathalie regarda Emily de haut en bas, son pull et son jean de marque, et renifla légèrement. C'est la mode à New York, Emily sourit au lieu de répondre. Elle savait que les mots de sa sœur cachaient sa compétitivité habituelle. Laissez-moi porter vos bagages dans votre chambre, proposa Richard. Nathalie, aide ta sœur. Lorsqu'Emily porta ses propres bagages à l'étage, elle découvrit son ancienne chambre transformée au point d'en être méconnaissable. Le papier peint jaune chaud et les souvenirs de ses années d'études avaient disparu, remplacés par un espace impersonnel comme une chambre d'hôtel. Nous avons vidé ta chambre, lui dit sa mère par derrière. Comme tu ne vis plus ici, nous l'utilisons comme chambre d'amis. La façon dont sa mère a dit cela a laissé Emily sans voix. Sa propre chambre, où elle avait passé plus de 20 ans, était si facilement effacée en seulement 3 ans. Le bureau de papa est toujours là? Emily pensa soudain à demander. L'expression de sa mère serait dit momentanément. Oui. Mais Richard l'utilise maintenant. Emily posa ses bagages et se dirigea rapidement vers le bout du couloir. En ouvrant la porte du bureau de son père, elle découvrit des meubles de bureau modernes à la place des antiquités de son père. Les livres qui remplissaient autrefois les murs avaient pour la plupart disparu.
Le reste n'étant plus qu'une simple décoration. Nous avons fait don de la plupart des vieux livres de Jonathan, dit Richard en apparaissant derrière elle. Il aurait apprécié cette contribution sociale. Émilie déglutit. Beaucoup des livres de son père étaient des textes historiques rares, des trésors vitaux pour ses recherches. Et les antiquités ? demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ah, ces deux-là. Nous avions besoin d'espace, répondit Richard avec nonchalance. Cette nuit-là, incapable de dormir, Émilie se glissa dans le bureau. Elle pensait qu'il y avait peut-être encore des traces de son père. En ouvrant des tiroirs, elle découvrit un mémo caché dans un vieux porte-documents. Des chiffres et des lettres écrits de la main de son père. On aurait dit une sorte de code. Émilie le glisse dans sa poche. Le lendemain, veille de Thanksgiving, sa tante Martha et son cousin David arrivent. Martha, la sœur de son père, semble bouche bée devant les changements apportés à la maison. Victoria. C'est une maison complètement différente, dit Martha à voix basse. Les temps changent, Martha, dit sa mère en souriant froidement. David entraîna Émilie dans le jardin. En tant qu'avocat, il était habituellement calme et posé, mais aujourd'hui, il était visiblement perturbé. Émilie, je voudrais te demander quelque chose. Il y a des aspects suspects dans la répartition des biens de ton père, dit-il à voix basse. J'ai trouvé des preuves qu'une partie des fonds de la fondation de ton père a été détournée au profit des projets immobiliers de Richard. Émilie reprend son souffle. C'est peut-être illégal. À tout le moins, c'est contraire au souhait de votre père ? Poursuivit David d'un air sérieux. Il a créé la fondation pour préserver les bâtiments historiques. Si cet argent est utilisé pour construire de nouvelles tours d'habitation. Émilie se rendit compte de ce qui s'était passé pendant les 3 années où elle avait gardé ses distances. Elle eut le sentiment intuitif qu'il se passerait quelque chose lors du dîner de Thanksgiving de demain. Est-ce qu'il se passe quelque chose demain ? demanda Émilie. Maman a dit que Richard avait une annonce importante à faire. David serra ses lèvres l'une contre l'autre. Je pense qu'il s'agit de l'annonce du projet majeur de Richard. Le plan de réaménagement du quartier de l'ancienne usine. Une froideur se répandit dans la poitrine d'Émilie. Le quartier du Vieux Moulin était un endroit que son père avait passé sa vie à préserver. Si papa était encore en vie, il ne le permettrait jamais, murmura-t-elle. David tapota légèrement l'épaule d'Émilie. N'est-ce pas pour cela que tu es revenue ? Parce que tu sens quelque chose ? Émilie acquiesça. Son intuition était la bonne. 3 ans après la mort de son père, alors qu'elle était restée à l'écart, son héritage et ses idéaux s'étaient lentement érodés. Le jour de Thanksgiving. La neige tombait doucement par la fenêtre, tandis que l'anxiété envahissait Émilie. Elle caresse inconsciemment le pendentif autour de son cou, une réplique en bronze d'une ancienne pièce grecque, un souvenir de son père. Tu n'as pas quelque chose de plus formel à porter aujourd'hui ? Victoria, qui était entrée dans le salon, regarda Émilie de haut en bas, examinant sa robe simple. C'est parfait, maman, répondit Émilie d'une voix calme. C'est la couleur préférée de papa. L'expression de sa mère se raidit un instant, puis se rétablit rapidement. Jonathan appartient au passé. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Richard. De la cuisine parviennent les bruits du personnel de restauration qui s'affaire. Émilie se rend compte que sa mère ne cuisine plus elle-même. Il semblait que le seul plat que sa mère préparait elle-même était la soupe d'entrée. As-tu préparé ta chaudrée de maïs spéciale ? demande Émilie, et sa mère sourit. Oui, c'est ton plat préféré, n'est-ce pas ? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Bien qu'elle se sente mal à l'aise avec ces mots, Émilie acquiesce. Il était inhabituel que sa mère fasse quelque chose pour elle. Dans le salon, Richard discutait avec plusieurs hommes qui semblaient être des associés. Leur conversation s'interrompit brièvement lorsqu'ils regardèrent Émilie. Ah, Émilie. C'est donc la fille dont j'ai entendu parler. Un homme aux cheveux grisonnants la salua. Richard m'a dit que vous travaillez dans un musée. Le musée des Beaux-Arts de Boston, répondit Émilie avec un sourire. Oui, un petit musée.
dit Richard. J'ai pensé vous présenter une opportunité de travailler dans un endroit plus grand. Émilie se contenta de sourire sans discuter. Elle sentait que quelque chose se cachait derrière ces paroles. Dans la salle à manger, une table très élaborée avait été dressée, avec des couverts en argent et des verres en cristal. Ce qui avait été une simple fête de famille était devenu un spectacle. Tante Martha et son cousin David entrèrent, échangeant un regard avec Émilie. David demanda à voix basse, « Vous avez trouvé quelque chose ?» J'ai décodé le mémo de papa. J'ai placé un appareil d'enregistrement sous les sièges, répondit Émilie en chuchotant. Nathalie apparut dans une robe tapée à l'œil, discutant comme une fleur avec les partenaires commerciaux de Richard. Émilie observa la silhouette radieuse de sa sœur, se demandant si elle comprenait bien la situation. Tout le monde. C'est l'heure du dîner. La voix de Richard résonna dans la pièce et les invités prirent place. À côté d'Émilie se trouvaient David et tante Martha. En face d'eux se trouvait sa mère, Richard et Nathalie. Commençons par une soupe chaude, dit sa mère, et les servantes apportèrent des bols à soupe en argent. En regardant la soupe placée devant elle, Émilie hésita un instant. Elle était nettement plus claire que la soupe de maïs servie à tous les autres. Tu as la tienne aussi. Sois reconnaissante. Dit doucement sa mère avec un sourire froid. Cette expression fit froid dans le dos d'Émilie. Mangeons, déclara Richard, et tout le monde prit sa cuillère. Tandis que les membres de la famille discutaient amicalement, Émilie regardait fixement sa soupe. Le soir de la mort de son père, sa mère avait également servi une soupe spéciale. Ce souvenir lui revint en mémoire. 6. Tu fais encore cette tête de critique, taquine Nathalie. Tu es toujours si grincheuse. Alors que nous avons une vie si agréable grâce à Richard. Émilie sourit en silence et sortit secrètement son smartphone pour photographier la soupe. Ce soir est un soir spécial, dit Richard en levant son verre. Après le dîner, j'ai une annonce importante à faire à tout le monde. Tu devrais être particulièrement intéressée, Émilie. Croisant son regard plein de sens, Émilie répondit sans broncher. J'ai hâte d'y être. Tandis que la conversation se poursuivait à table, Émilie plongea sa cuillère dans la soupe et en vérifia l'odeur. Quelque chose ne sentait pas comme d'habitude. Elle met discrètement sa cuillère de côté. Serait toujours aussi critique, dit Nathalie avec malice. Et si tu ne la manges pas, je la prends. Merci. Sur ce, Nathalie tire le bol d'Émilie vers elle. Émilie essaya de l'arrêter, mais ne fut pas assez rapide. Nathalie prit une gorgée de la soupe. Le regard d'Émilie se tourna vers sa mère et Richard. Et leurs expressions se figèrent momentanément. Émilie échange un regard avec David, qui sort son smartphone et commence à enregistrer. À un moment où Nathalie avale la soupe, sa mère se lève brusquement. Attendez. C'est. La voix de sa mère, semblable à un cri, domine la table. Richard lui a demandé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» La table devint silencieuse et tous les regards se portèrent sur Nathalie. Son expression change progressivement. D'abord la confusion, puis progressivement des signes de douleur apparaissent. « J'ai mal au ventre. » Nathalie gémit doucement. Émilie saisit son smartphone, observant calmement la situation. La confusion règne dans la salle à manger. Tandis que Nathalie grimace et se serre l'estomac, les invités commencent à murmurer. « Tu vas bien ?» Émilie se précipita aux côtés de sa sœur, tout en gardant son calme. « Ugh. J'ai mal. » Nathalie gémit de douleur, manquant de glisser de sa chaise. Mère Victoria s'affole et crie. « Va chercher la boîte de médicaments dans la cuisine. » Mais Richard l'arrêta d'une voix basse, « Calme-toi, Vic », ajoutant, « N'appelle pas d'ambulance. » Les sourcils d'Émilie se froncent à ces mots. Normalement, on devrait chercher de l'aide médicale dès le début. « Que est-ce que tu racontes ?» Tante Martha hausse le ton. Ce n'est pas une simple intoxication alimentaire. Nous devons contacter un médecin immédiatement. Alors qu'elle tente de sortir son téléphone portable,
Richard lui tend rapidement la main en lui disant de ne pas paniquer. Ce n'est qu'un mal de ventre. Pendant ce temps, l'état de Nathalie s'aggrave. Des sueurs froides sont apparues sur son front et son visage est devenu pâle. C'est de la soupe. Que est-ce que c'est? Nathalie regarda Émilie avec des yeux souffrants. Son regard mêlait l'accusation et la peur. Non, Émilie prit la main de sa sœur et dit doucement. C'est ce qui a été préparé pour moi. L'air de la pièce se figea. Les yeux des invités passèrent d'Émilie à sa mère et à Richard. Que est-ce que tu dis, Émilie? La voix de sa mère tremblait. Ce n'est qu'un accident. Nathalie a juste eu une mauvaise combinaison d'aliments. Mais derrière cette excuse, sa mère regarda Richard et lui murmura que c'était ton idée. C'était une petite voix, mais elle était suffisamment audible dans la pièce silencieuse. Richard saisit fermement le bras de sa mère et lui dit durement à l'oreille, ne gâche pas cette soirée importante. Puis il se tourna vers les invités avec un sourire et dit, c'est juste une intoxication alimentaire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vais chercher des médicaments, dit Émilie d'une voix calme, et regarde David. David, apporte ton ordinateur portable. Allons dans le bureau de papa. Laissant Nathalie avec tante Martha, les deux montent rapidement à l'étage. En entrant dans le bureau de son père, Émilie ferma fermement la porte. Ils ont tout planifié. J'ai des preuves, dit Émilie à voix basse. David demanda d'un air surpris, que veux-tu dire? Émilie se dirigea vers la bibliothèque de son père et sortit plusieurs petits appareils d'enregistrement d'un espace de rangement caché derrière les livres anciens. Je les ai placés un peu partout dans la maison hier soir. J'y vois. Les sourcils de David se haussent. Tu t'en doutais depuis le début. Le mémo de papa était un code, continua Émilie. Au début, je n'arrivais pas à en comprendre le sens, mais je l'ai compris hier soir. Les dates, les lieux et les initiales R et V. Papa avait des soupçons sur la relation entre Richard et maman avant sa mort. Il a donc rassemblé des preuves. David commence à comprendre. Émilie ouvrit son ordinateur portable et y inséra une clé USB. Cette clé USB contient toutes les données que mon père a laissées. Et aussi ce qui a été enregistré d'hier à aujourd'hui. L'écran de l'ordinateur afficha plusieurs fichiers. Émilie clique sur l'enregistrement le plus récent. Il s'agit d'une conversation entre sa mère et Richard dans la cuisine la veille au soir. Tout est prêt pour demain? Voix de Richard. Oui, tout. Mais est-ce vraiment nécessaire? La voix anxieuse de sa mère. Émilie a commencé à enquêter sur le domaine. Nous devons obtenir les signatures avant qu'elle ne commence à poser des questions. Mais... tu as des doutes? Maintenant. La voix de Richard était froide. Cela fait 3 ans que Jonathan est mort. On ne peut pas faire marche arrière maintenant. Émilie et David se regardent. La conviction se solidifie entre eux. Je vais écouter la fin de cette conversation et la faire écouter à tout le monde, décida Émilie. Lorsqu'ils retournèrent au salon, la situation avait empiré. Nathalie était allongée, le visage déformé. Mère était désemparée, et Richard s'excusait auprès de ses associés sans pouvoir cacher son irritation. J'ai quelque chose à dire à tout le monde, annonça calmement Émilie. Tout le monde dans la pièce la dévisagea. Émilie ouvrit son ordinateur portable et mit le volume du haut-parleur au maximum. Ceci a été enregistré dans cette maison hier soir. L'enregistrement commença. Émilie a commencé à enquêter sur le domaine. Et si nous la rendons malade ce soir, nous pourrons éviter les questions lors de l'annonce. La voix de Richard. Est-ce que ça va vraiment? C'est ma fille. La voix de sa mère. Il faut qu'elle signe les documents avant que l'on découvre que nous avons détourné les fonds de la fondation de Jonathan vers le projet. Tout sera rendu public lors de l'annonce de demain. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vais mettre des laxatifs dans sa soupe. Cela devrait être assez fort pour l'empêcher de prendre son vol de retour. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Les partenaires commerciaux de Richard échangent des regards, montrant leur gêne.
Il s'agit d'un montage fabriqué de toutes pièces. Richard a haussé le ton. Émilie, tu as les mêmes illusions que ton père. Tu déformes les faits. Mais ses paroles sonnent creux. L'évidence était déjà là, et sa panique se lisait dans son attitude. Maman, c'est vrai, demande Nathalie d'une voix faible. Tu t'es servi de moi? Maman ne sait plus où donner de la tête et se met à pleurer. C'était pour vous tous. Pour notre famille. Émilie regarde David. Et elle avait retrouvé son calme d'avocat et dit, il s'agit clairement d'une affaire criminelle. Il est possible que quelque chose de plus dangereux que des laxatifs ait été inclus. Appelons la police. Tante Martha a sorti son téléphone portable. Le visage de Richard se tordit de colère. Rien n'a été prouvé. Ce n'est qu'une farce. Émilie serre le pendentif de son père et dit, ce n'est pas fini. J'ai l'intention de révéler la vérité pour protéger l'héritage et l'honneur de mon père. De l'autre côté de la table, ses yeux rencontrent ceux de Richard. Elle y vit de la peur et de la haine. Émilie ne broncha pas et fixa son regard. Émilie. Sa mère commença d'une voix tremblante, mais Émilie leva la main pour l'arrêter. Il est trop tard, mère. Sa voix était remplie de tristesse, mais sa détermination était inébranlable. À partir de maintenant, je révélerai toute la vérité. Comment papa est vraiment mort et ce que tu as fait. La salle est plongée dans le silence. Les associés de Richard commencent à se lever de leur siège, l'air troublé. Excusez-nous. Une autre fois, dit un homme, suivi par d'autres. Le malaise et le doute se lisaient sur leur visage. Attends, Warren. Il s'agit d'un malentendu. Richard s'est empressé d'essayer de les arrêter, mais l'homme ne lui a retourné qu'un regard froid. Nous ne cherchions pas à investir dans le réaménagement d'une zone de préservation historique. Nous ne voulons pas être impliqués dans des affaires juridiques. Le bruit de la porte qui se referme semble annoncer la fin des ambitions de Richard. Le visage rouge, il se tourne vers Émilie. C'est un montage monté de toutes pièces, s'écrie Richard d'une voix rageuse et tremblante. Tu es comme ton père. Tu es comme ton père, toujours en train de te mettre en travers du chemin. Et la mère Victoria s'est effondrée sur une chaise. En sanglotant. Émilie, qu'as-tu fait? Essayais-tu de détruire notre famille, même dans sa souffrance? Nathalie commençait à comprendre la vérité. Maman, est-ce vrai? M'as-tu utilisé pour faire du mal à Émilie? La mère ne sait plus quoi dire et se couvre le visage de ses deux mains. J'ai juste, dit Richard. Elle n'a fait que suivre mes instructions, dit soudain Richard, comme s'il reprenait son calme. La responsabilité m'incombe. C'est une femme faible. À ces mots, le visage de sa mère se soulève, affichant une expression mêlée de surprise et d'humiliation. Ce n'est pas tout, dit Émilie en ouvrant l'ordinateur portable de son père. Papa a laissé autre chose. Elle sélectionna un fichier et appuya sur Play. Et la voix de Jonathan emplit la pièce. Elle a été enregistrée le dernier jour de sa vie. Aujourd'hui, Richard Sterling a encore essayé d'accéder à mes documents de recherche. Ce qu'il veut. C'est une preuve de la valeur historique du quartier du Vieux Moulin. Lui et ma femme Victoria. L'enregistrement s'est soudainement interrompu. Quelle est la suite? Demanda Richard. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Jonathan n'a rien pu prouver. Il est mort d'une crise cardiaque. Personne ne te croira. Et la résonance de ces mots a changé l'atmosphère de la pièce, dit David d'une voix d'avocat. Je demande une nouvelle enquête sur les causes de la mort de mon oncle. Et un audit des fonds de la fondation. Il y a des preuves évidentes de détournement de fonds. Richard ne peut plus contenir sa panique et élève la voix. Que est-ce que tu sais? La mère s'écrie soudain, assez. Elle se lève et repousse ses cheveux de ses mains tremblantes. Émilie, ton père était au courant de notre relation et nous a menacés. À ces mots, tout le monde dans la pièce a sursauté. Victoria, tais-toi, Richard a saisi le bras de sa mère, mais elle l'a repoussé. Non, je veux en finir.
dit sa mère en pleurant. Jonathan a découvert ma relation avec Richard et m'a dit qu'il allait divorcer. J'étais sur le point de tout perdre. Mon statut, ma réputation. Émilie a demandé à voix basse, « Alors tu as tué papa ?» Le silence domine la pièce. Le sang s'écoule du visage de sa mère. Non. Nous étions juste en train de parler. Il s'est excité et a eu une crise cardiaque. Richard n'avait plus l'énergie de sauver les apparences et montrer sa vraie nature. Jonathan s'est laissé griser par ses découvertes et n'a pas pu agir. Ce terrain avait le potentiel de changer cette ville, mais il ne voulait que protéger les vieilles bâtisses. Il fixait Émilie avec des yeux remplis de haine. À cause de lui, le plan a été retardé pendant des années. Heureusement qu'il est mort. À ces mots, une certitude naquit dans le cœur d'Émilie. Elle ouvrit un autre fichier de l'ordinateur portable de son père. Il s'agit des données de recherche de son père. Ce sont les dernières recherches de papa. Émilie montra l'écran à tout le monde. Des structures datant du XVIIIe siècle ont été découvertes sous le quartier du Vieux Moulin. Avec cette découverte, ce terrain serait inconditionnellement désigné comme zone de préservation historique. Ce sont des choses comme ça. Le visage de Richard pâlit. Les recherches de papa étaient terminées. Il est mort la veille du jour où il allait l'annoncer, dit calmement Émilie. Tu as profité de la mort de papa et tu as caché ses recherches. Et tu as manipulé maman pour détourner l'argent de la fondation au profit de tes propres projets. Nathalie se lève enfin et crie à sa mère, « Tu as menti pendant tout ce temps, tu as aussi participé à la mort de papa ?» Nat, Sa mère ne sait plus où donner de la tête. J'appelle la police. David avait déjà sorti son téléphone. Soudain, Richard cria, « N'approchez pas » et prit un couteau sur la table. L'air de la pièce se fige sous l'effet de la tension. « Richard, arrête » hurle sa mère. Émilie, inébranlable, le regarde dans les yeux. « C'est fini. Et la mort de papa, tes projets, tout sera révélé. » « Je n'ai rien à perdre » dit Richard à voix basse. À ce moment-là, des sirènes retentissent devant la maison. Quelqu'un avait appelé la police. Le couteau tomba de la main de Richard, qui s'effondra sur une chaise. Émilie, sa mère, l'appelle d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai été manipulée par Richard. » Émilie répondit calmement, « C'est trop tard. » Elle ferma l'ordinateur portable de son père et serra le pendentif de son père. « Je protégerai l'honneur de mon père. Et les bâtiments qu'il a essayé de protéger au prix de sa vie. » Alors que les bruits des policiers entrant dans la maison se faisaient entendre, Émilie regarda la neige qui continuait à tomber par la fenêtre. La nuit de Thanksgiving avait mis fin au secret de famille longtemps gardé. Il aura fallu 3 ans pour que la vérité éclate au grand jour. Dans sa poitrine, la tristesse et un sentiment de libération se répandent simultanément. C'était une fin, mais aussi un nouveau départ. Fin de l'automne, 1 an plus tard. Émilie se tient devant un vieux bâtiment en briques dans le quartier des Anciens Moulins. Une nouvelle plaque de cuivre portant l'inscription Jonathan Brown Historical Preservation Foundation était apposée sur la façade du bâtiment. Ton père aurait été ravi de voir cela. En se retournant, elle vit tante Martha s'approcher avec un sourire. Émilie acquiesça, serrant le pendentif de son père. Aujourd'hui, c'est enfin la cérémonie d'ouverture, dit Émilie à voix basse. Dans son esprit, les turbulences de l'année écoulée défilaient comme un diaporama. Richard avait été inculpé de fraude, de détournement de fonds et d'association de malfaiteurs, et son procès était toujours en cours. Son empire commercial s'était effondré et le terrain destiné à être développé avait été désigné comme zone de préservation historique sur la base des résultats des recherches de son père. Et la mère Victoria, bien que complice, a vu sa peine réduite parce qu'elle était sous l'influence de Richard et qu'elle a coopéré à l'enquête. Elle purge désormais ses jours d'expiation en effectuant des travaux d'intérêt général. Depuis cette nuit, la relation entre Émilie et sa mère est restée rompue, mais au moins elles se parlent au téléphone 1 fois par mois. Prêt ? David apparaît, un porte-document à la main. Le maire est déjà arrivé.
Émilie respire profondément et répond, allons-y. Dans la salle de la fondation, les habitants et les personnes impliquées dans la préservation de l'histoire se sont rassemblés. Lorsqu'Émilie monte sur le podium, des applaudissements discrets se font entendre. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. Commence-t-elle d'une voix calme. Je suis vraiment heureuse que cette fondation puisse officiellement commencer ses activités, conformément aux souhaits de mon père, Jonathan Brown. Dans l'assistance, Émilie trouve un visage familier. Il s'agit de sa sœur, Nathalie. Elle n'était plus dans son ancienne apparence tapée à l'œil, mais dans une tenue simple et élégante, et souriait modestement. Après cet incident, Nathalie avait quitté la société de Richard et avait disparu pendant un certain temps. Elle avait repris contact avec Émilie il y a 6 mois. Aujourd'hui, elle s'occupe des relations publiques des activités de préservation de l'histoire, mettant à profit ses compétences en matière de médias sociaux. Le fossé entre les deux sœurs n'avait pas complètement disparu, mais au moins elles pouvaient coopérer dans un but commun. Après le discours, Émilie s'est approchée de Nathalie. Merci d'être venue, dit Émilie. Comment aurais-je pu ne pas venir? Répond Nathalie, un peu gênée. C'est le jour où le rêve de papa devient réalité. Côte à côte, elles contemplent l'exposition restaurée du bureau de leur père. Ses documents de recherche et ses antiquités bien-aimées y sont soigneusement rangés. As-tu des nouvelles de maman? Demande Nathalie à voix basse. Émilie acquiesce. Elle dit qu'elle ne peut pas venir pour Thanksgiving. Elle ne semble pas encore prête. Je suppose qu'on ne peut rien y faire, soupire Nathalie. Mais au moins, elle continue à faire amende honorable. Rien que ça. Dans l'expression de Nathalie, Émilie sentit une maturité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cet incident avait également changé sa sœur de façon significative. Après la cérémonie, Émilie resta seule devant l'exposition restaurée du bureau de son père. Alors qu'elle contemplait les biens de son père, soigneusement rangés dans des vitrines, David s'approcha avec une enveloppe. J'ai trouvé ceci, dit-il. Il semble que ce soit la dernière lettre de ton oncle. Elle t'est adressée et était cachée parmi ses effets personnels. Les mains tremblantes, Émilie accepte l'enveloppe et sort la lettre qu'elle contient. Les mots écrits de la main de son père lui sautent aux yeux. À Émilie. S'il arrive quelque chose, je pense que tu liras cette lettre. Je sais que mes recherches sont en danger. Mais la vérité finira toujours par éclater au grand jour. Je crois en toi. Tu peux protéger l'histoire de cette ville. Je t'aime. Les larmes coulent sur les joues d'Émilie. Les mots de son père résonnent chaleureusement dans son cœur. De l'autre côté de la fenêtre, la neige s'est remise à tomber tranquillement. Thanksgiving approchait à nouveau. Cette fois, ce serait une fête fondée sur de nouveaux liens et sur la vérité. Émilie tient le pendentif de son père contre sa poitrine, en regardant par la fenêtre. Une histoire de famille faite de blessures, de perte et de régénération. Elle sentait que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre.